Bon, je pense qu'il est presque 9h30, j'ai 29. Donc bonjour tout le monde, bienvenue à la conférence Open Source Experience. C'est comme ça s'appelle, avant ça s'appelait je crois Paris Open Source Summit. Et ce matin, nous avons Alice Grippon qui va nous parler de Vitam ad aeternum. Non, mais je ne pouvais pas. Je ne me suis pas présenté, moi je m'appelle Philippe Carré, je suis un ancien de Nokia. Et je fais partie du comité de pilotage du hub systématique, le groupe Open Source. C'est pour ça que j'anime un peu cette session toute la matinée. Et puis après, cet après-midi, je ferai en 242B. Voilà, je vous laisse la parole. D'accord, merci beaucoup. Donc oui, je suis Alice Grippon, je suis directrice de la diffusion et des partenariats au sein du programme Vitam. Alors on n'a que 20 minutes pour vous expliquer ce qu'est Vitam. Je peux tenir 3 heures, presque une journée, donc ça va être très condensé. N'hésitez pas à venir nous voir, je suis là. Il y a Thierry Deville-Chabrol, aussi un de mes collègues qui est présent dans la salle. Donc voilà, peut-être que ça peut être frustrant pour ceux qui vont tout découvrir. Oui, vous aviez... Coupé ? Ah, d'accord. Je voulais dire que la prochaine session étant à 9h50, on aura le temps pour des questions, il faut en profiter. 20 minutes, non, moi il me faut vraiment 20 minutes. Non, c'est ce que je dis, vous prenez 20 minutes, ouais. Ça vous emmène à 9h50, et vous avez raison. Oui. Parce que d'habitude, il y a une pause, excusez-moi. Donc, la conférence était intitulée, je l'ai intitulée « Une solution libre d'archivage électronique portée par l'État mais accessible par tous ». Et l'idée sur ces 20 minutes est de décortiquer chacune des parties de ce titre pour vous expliquer un petit peu ce qu'est Vitam et en quoi il se positionne et sur l'archivage électronique et sur le monde du logiciel libre. Donc une solution d'archivage électronique. Alors je préfère redire ce que sont les archives parce que ce n'est pas toujours compris et connu par tous. On a l'habitude des archives papier que vous voyez ici, donc qui peuvent être sous différents formats et qu'on retrouve très souvent dans les services d'archives et que les archivistes savent conserver depuis très longtemps. Ça peut même pour des images ou des plans ou des bâtiments en 3D, des maquettes, aucun problème pour ça. Mais là, on parle bien d'archives électroniques qui sont constituées aussi bien de manière individuelle, personnelle. On a tous des archives électroniques sur nos ordinateurs maintenant, jusqu'aux fiches de paie, mais aussi au parcours qu'on peut avoir sur des sites comme Amélie, sur les recettes que l'on met en favori dans Marmiton. Tout ceci, ce sont des archives personnelles et les archives des administrations également. Ce qui, évidemment, a posé pour les archivistes un énorme problème, puisqu'on l'a tous constaté, c'est l'explosion numérique depuis quelques années, et avec, pour les archivistes, le besoin de prendre en charge ce volume d'archives électroniques qui se traduisait aussi bien par un poids binaire important, mais ce n'était pas vraiment là le cœur du sujet, finalement, pour les archivistes. C'était plutôt le nombre d'objets à prendre en charge, le nombre de données à prendre en charge et la variété des formats, puisque depuis le début des années 80, quand même, les archivistes se sont positionnés sur de l'archivage électronique, mais évidemment sur du flux très précis, très défini, pas sur du volume tel qu'on peut le définir pour le big data. La solution qui a été envisagée par les archivistes, c'est de se baser sur des normes, la norme OAIS pour les archivistes, qui définit ce qu'est un outil d'archivage électronique. Donc vous en avez là la représentation formelle avec des briques qui, là, je vous parle juste des fonctionnalités métiers. On reviendra sur la suite juste après. Donc au niveau des fonctionnalités métiers d'une solution logicielle, vous avez là donc tout ce qu'il est nécessaire d'avoir dans un outil pour répondre aux exigences métiers archivistes pour prendre en charge ces archives électroniques. Vous voyez là déjà quelques interactions vers l'extérieur de cet outil avec des normes propres au métier des archivistes qui sont la norme CEDA, qui est un standard pour préparer les paquets d'archives et qui pose quelques obligations. Et puis, évidemment, d'autres normes qui sont plus liées, là, par exemple, au stockage et au coffre-fort électronique. Donc, toutes les fonctionnalités sont regroupées là, mais pour moi, ce n'était pas le cœur de la présentation aujourd'hui, de vous exposer une à une les fonctionnalités qui permettent la prise en charge des archives. Donc, l'idée d'avoir devant ce défi du big data, l'idée est bien d'avoir eu une solution logicielle pour y répondre. Une solution libre, alors, qui a donné lieu à un manifeste pour ce produit solution logicielle Vitam, qui a été établi dès 2015 à l'origine du programme Vitam et qui est encore valable actuellement, c'est-à-dire que c'est bien pour les services de l'administration au départ, pour les archives publiques,
pour satisfaire les enjeux d'accès dans le temps à leurs informations numériques. L'idée est bien d'avoir des citoyens ou des services qui, dans 20, 30 ans, 40 ans, puissent accéder à ces données. De proposer une solution logicielle libre d'archivage évolutive, simple et facilement interfaçable. Et donc, on est bien sûr du big data avec la gestion de milliards d'objets, mais également sur la gestion unitaire de ces archives. Et on visait bien l'adoption. Donc, c'était le manifeste du produit au départ, avec quelques caractéristiques qui sont donc propres au choix fait pour organiser ce programme. D'avoir un logiciel libre, c'était une volonté forte de l'État à l'époque, liée au financement obtenu par l'État d'ailleurs. Donc, sous l'essence Cécile V2.1 et Cécile C, il y a des différences entre les composants back-office et front-office de notre solution logicielle. Développé en méthode agile, ça aussi, c'était une exigence portée par l'État au départ. Comment se comporte la solution logicielle ? C'est une application qui dialogue avec d'autres applications. Elle est très peu prévue pour l'interaction avec l'humain. L'idée est bien de traiter du flux applicatif et de la volumétrie de données. On gère ce qu'on appelle, nous, les archives numériques, évidemment, mais on peut gérer les archives physiques, celles qu'on a vues au tout début de la présentation. L'outil peut permettre la gestion des archives physiques également. On s'adresse, alors pour les archivistes, ça peut parler, mais à ce qu'on appelle l'âge des archives, donc l'âge courant, intermédiaire ou définitif, c'est-à-dire l'âge courant, c'est ce que vous avez dans vos bureaux, directement sur vos serveurs d'ordinateur. Et puis le définitif, c'est ce qui est dédié à être conservé au maximum. Donc je vous ai déjà évoqué la gestion unitaire comme la gestion de millions d'objets. La particularité de Vitam également, c'est d'avoir une architecture multitenant, c'est-à-dire qu'on propose au sein de la même plateforme des espaces séparés de conservation des archives, par exemple dans un contexte de mutualisation avec des organisations qui souhaiteraient utiliser une plateforme, plusieurs ensemble, sans avoir leur propre plateforme, mais plutôt en mutualisant les efforts autour d'une plateforme. On dialogue avec des solutions existantes, c'est-à-dire qu'on n'impose pas un front office ni des solutions de stockage. L'idée est plutôt de s'appuyer sur ce que les organisations peuvent avoir ou souhaiter mettre en place. Évidemment, de nombreux textes normatifs. Je vous ai parlé des quelques normes métiers. Il y a les normes également liées au classifié défense, les normes évidemment de réglementation des données, de respect sur les données personnelles. On a une démarche en continu pour la sécurité et l'homologation, c'est-à-dire qu'au quotidien, on a un audit de code sur la plateforme, mais également de manière régulière, de manière itérative, avec un cabinet extérieur et une commission d'homologation pilotée avec l'ANSSI. Et puis, dans les caractéristiques de ce qu'est la solution logicielle Vitam et de ce qu'elle n'est pas, la solution logicielle Vitam n'est pas une GED et n'est pas un coffre-fort électronique. Alors, pour un petit peu définir comment ça se positionne, la GED permet le travail collaboratif. La solution logicielle Vitam ne permet pas le travail collaboratif puisqu'elle est vraiment dédiée à conserver les données et conserver leur valeur probante avec un enregistrement et une gestion de la vie de la donnée qui est importante. Et puis, sur le coffre-fort électronique, on a l'habitude de dire qu'on est plus qu'un coffre-fort électronique puisqu'on permet surtout l'accès dans le temps à de multiples utilisateurs, alors que le coffre-fort a une vision plutôt restrictive de ces notions d'accès. Quelques mots sur l'architecture de cette solution logicielle. Donc vous avez là au cœur les moteurs de Vitam, le moteur de traitement, le moteur de données, la gestion des journaux, la gestion des offres de stockage. Ce n'est jamais exposé en direct vers l'extérieur. On a toujours une première couche avec les différentes briques entrée, gestion des archives existantes, accès, préservation, administration fonctionnelle et technique, qui sont reprises d'ailleurs du modèle OAIS qu'on a vu dans le premier schéma tout violet sur les fonctionnalités. Ça dialogue avec l'extérieur aussi bien avec des applications qui vont permettre de gérer la plateforme que des applications qui vont verser ou accéder aux données par API REST. Et puis, en dessous, on a la possibilité d'avoir de multiples offres de stockage selon les souhaits des organisations, sachant que les préconisations pour ces offres de stockage, c'est d'avoir 2 sites de stockage différents. Actuellement, le seul exemple de OVH Strasbourg permet de comprendre que oui, il faut 2 sites de stockage. Et puis 2 technologies, si possible, différentes également, puisqu'il y a aussi des exemples, alors plus lointains, par exemple au Japon, où une même technologie, utilisée 2 fois, a entraîné des problèmes, puisque quand la technologie avait un souci, toutes les archives sur les 2 technologies de stockage n'étaient plus accessibles.
Donc l'outil peut, avec les API REST, dialoguer avec aussi bien donc, des applications versantes, mais aussi par exemple des référentiels, si vous avez des référentiels de services agents, enfin des référentiels d'utilisateurs aussi, avec le cœur Vitam. Et ce sont les moteurs qui sont au cœur, les moteurs de traitement et de données, de gestion des journaux, qui expliquent aussi pourquoi Vitam n'est pas une GED, puisque à chaque entrée de l'archive dans le logiciel, tout un système de vérification, d'enregistrement, d'indexation, de contrôle de ce qui est entré est effectué, et que évidemment dans une GED, si c'est pour modifier une virgule sur un document, ça multiplierait les actions de la solution logicielle. Au niveau des composants open source, alors là, vous avez la représentation des composants open source utilisés par la solution logicielle Vitam, alors aussi bien au cœur de l'outil que ceux utilisés par l'équipe avec, par exemple, Tulip, qui est notre outil pour gérer l'organisation avec les développeurs et avec l'extérieur. On a l'habitude d'indiquer que les compétences les plus importantes à avoir pour utiliser un Vitam, c'est sur Ansible, qui permet de déployer la solution logicielle. Et puis après, c'est toute la suite Elasticsearch et MongoDB qui nécessitent d'avoir des compétences. Ce que je n'ai pas dit également, c'est que c'est sous Linux, tout ça. Alors, en quoi cette solution logicielle, cet outil est porté par l'État? C'est donc, au départ, l'État qui s'est saisi de cette question de l'archivage électronique pour le compte de ses propres ministères. On a un pilotage au plus haut niveau des archivistes, j'entends, c'est-à-dire par une organisation qui s'appelle le Comité interministériel aux archives de France, qui est sous l'égide des services du Premier ministre. Et la DINUM suit attentivement aussi tous les travaux. La gouvernance mise en place est collégiale, avec 3 ministères au cœur, donc ministère de la Culture, ministère des Armées, ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, et qui se sont donc organisés dès 2015. On est actuellement en phase produit, c'est-à-dire qu'on a fini la phase projet, et donc on l'appelle également maintenance et amélioration continue. Et l'État continue à investir temps et argent sur ce projet. Dans les particularités que l'on a, c'est qu'on livre donc une version par an de l'outil, et qu'on accueille maintenant, dans cette idée d'avoir le plus d'utilisateurs possible, un représentant des utilisateurs au sein de la gouvernance. C'est le CINES, le Centre informatique national de l'enseignement supérieur, qui porte la parole de tous les utilisateurs vis-à-vis de la gouvernance. Voilà, sur la présence de l'État, je vais donner quelques éléments. L'État a donc été à l'origine pilote de ce projet, et c'est les exigences posées en lien avec le financement qui ont aussi organisé le programme. Je vous parlais tout à l'heure des méthodes agiles, des licences libres, le fait aussi de travailler avec des sociétés françaises, si possible des TPE, PME à l'origine, ça a été un petit peu revu, d'avoir des notions de stop ou encore, c'est-à-dire que pour éviter certains échecs cuisants de construction de logiciels, très vite on devait faire un stop ou encore, c'est-à-dire avoir une version où les utilisateurs et tout le monde disaient oui, on est dans la bonne direction ou non, on arrête tout. Voilà, donc c'est ce qui a conduit un petit peu à l'organisation du programme. Qu'est-ce qu'il en est de l'offre interne, de l'État maintenant? L'État continue à se mobiliser autour de ce projet, en particulier avec une offre améliorée, je dirais, par rapport à la solution logicielle Vitam, avec Vitam accessible en service. La solution logicielle actuellement est donc avec un back-office et un front-office associé depuis quelques mois. Il restait toujours pour certains ministères et certaines organisations le sujet des infrastructures de stockage qui peuvent être très compliquées comme sujet à adresser dans certaines organisations. Et en particulier au sein des 3 ministères que vous voyez affichés là, ministère de la Transition écologique, ministères sociaux et ministère de la Culture dans sa partie interne au ministère de la Culture, pas les archives nationales. C'est-à-dire que d'avoir des infrastructures qui permettent l'exploitation d'une plateforme telle que Vitam, c'était compliqué. Et ils ont choisi de mutualiser les travaux et de proposer une offre, de construire une offre qui est donc ouverte depuis le 29 septembre, une offre interministérielle d'archivage électronique qui permet, pour l'instant au ministère, ensuite aux opérateurs, voire au-delà des opérateurs, de recourir à ce Vitam proposé en service,
et donc qui associe bien front office, back office et hébergement. Hébergement choisi sur Nubo, le cloud de la DGFiP. La particularité de cette offre de service, c'est qu'il faut être raccordé au RIE, au réseau interministériel de l'État, pour y accéder. Alors, en quoi justement cette offre autour de Vitam, ces offres autour de Vitam sont accessibles par tous? Je vous ai au tout début indiqué la volonté de réutilisation. En 2015, l'État imposait d'avoir 5 réutilisateurs. On doit être à 42, je pense, depuis hier. Un n'apparaît pas ici, c'est la RATP qui nous a envoyé son accord hier. Donc vous voyez un club utilisateur qui est très diversifié maintenant, avec donc les ministères, avec également des collectivités territoriales qui ont du mal à traiter du sujet de l'archivage électronique, mais qui ont aussi du mal à traiter d'un logiciel tel que Vitam et des compétences associées qu'il faut avoir, mais qui réfléchissent à l'usage d'un outil qui, porté par l'État, garantit quand même un certain nombre apporte avec lui des garanties. On a donc des opérateurs qui sont en production maintenant avec Vitam ou qui ont des projets en construction. Je pourrais citer particulièrement le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique, dont toute la gouvernance de l'information est repensée autour de Vitam. Également l'INPI, l'Institut national de la propriété industrielle, dont l'idée est de connecter une quinzaine de flux, comme les flux des brevets, avec Vitam derrière. L'URSSAF, la caisse et puis l'assurance maladie. Donc on a déjà évoqué le CINES, et puis l'ANTAI, l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions, nos PV sur la route, qui souhaitent avoir un Vitam, avec une particularité, c'est que c'est l'offre froide, par exemple, pour eux qui les intéresse, puisque c'est du stockage qui... On n'a pas normalement besoin d'accéder régulièrement à nos infractions, mais il faut les conserver. Toute une action est également menée vis-à-vis des ESN, que ce soit des sociétés, du côté d'intégration ou cabinet d'audit et de conseil, puisque tous les utilisateurs, globalement tous, oui, ont besoin d'une société pour les aider à implémenter Vitam, à utiliser Vitam et à faire les travaux qu'il est nécessaire d'avoir pour avoir Vitam. Et donc l'idée est bien aussi de favoriser ce secteur-là en les accompagnant, en les formant et en pouvant échanger avec eux sur les différents projets, les difficultés qu'ils rencontrent, leurs succès et avancer ensemble. Donc vous avez là la liste de tout ce qui est mis en place au niveau du club utilisateur. On pourra en reparler, enfin, si vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter. Comment se passe cette action et comment ça se définit l'utilisation par tous? Ça se définit également maintenant par un modèle qu'on souhaite évidemment favoriser, qui est celui de la contribution. Je dirais comme tout bon logiciel libre ou quasiment, l'idée est bien de pouvoir contribuer au logiciel. Donc on a mis en place un accord contributeur avec des avocats. On a mis en place toute une gouvernance et une comitologie où là, par exemple, vous avez comité technique et comité de cohérence, mais ça va jusqu'à des relectures de code et des relectures croisées de code selon la taille de la fonctionnalité proposée, par exemple. Et donc, depuis quelque temps, on a maintenant des utilisateurs qui souhaitent améliorer la solution logicielle et proposer de nouvelles fonctionnalités. Donc, ça a commencé avec le CEA et une offre de stockage S3, par la fonctionnalité de gel-dégel proposée par Xeliance, qui est une société de prestation d'archivage, qui propose de conserver les archives électroniques. L'URSSAF, qui avait besoin aussi d'une fonctionnalité. Et puis la dernière fonctionnalité dont je vais vous parler, c'est ce front office. Je vous disais que maintenant on livrait un back office et un front office, mais c'est une grande nouveauté dans le monde de Vitam, puisqu'on n'était qu'un back-office jusqu'à présent, et on a des utilisateurs qui se sont associés, même une société comme Xeliance, qui a accepté de contribuer en reversant du code pour, en quelques mois, travailler sur un front office. Alors, vous le voyez là. J'en parle parce que pour nous, c'est vraiment important de montrer que la mutualisation qui était à l'origine du projet va jusqu'à la mutualisation pour tous les utilisateurs et qu'elle aboutit en 18 mois, en gros, à la proposition d'un front office qui est mis à la disposition de tous avec 4 équipes de développement au départ, 4 équipes qui ont contribué, qui se sont mis d'accord sur les fonctionnalités et la priorisation pour améliorer le logiciel. Et évidemment, on espère que ça continue. Rapidement, puisque le temps est écoulé. Ouais. Mais je crois que c'est la dernière. Merveilleux. Ouais, je vais essayer. Sinon, j'aurais... Voilà. Mes coordonnées sont à la fin. Vitam, donc,
est donc accessible finalement, cette notion de disponible pour tous, de différentes manières, ou par la solution logicielle en elle-même, si vous avez des équipes qui souhaitent intégrer Vitam, si on a des utilisateurs qui ont des équipes armées pour utiliser et implémenter Vitam, ou par Vitam accessible en service en tant qu'offre de l'État disponible pour les organisations publiques. Et juste, facteur essentiel de réussite, et qu'on dit et redit, c'est l'alliance archiviste-informaticien. Les projets qui fonctionnent qu'avec un des deux ne fonctionnent pas, d'ailleurs. Bravo, je pense que c'est un beau projet. On va applaudir déjà. Excusez-moi, il faut faire vite. On va demander à l'installe, c'est une question. Moi, j'ai une question. Comment vous pouvez garantir que dans 20 ans, 20 ans c'est beaucoup, hein, on sera capable d'exploiter ces informations? Alors, toute la solution logicielle a été conçue pour être remplaçable par brique, et donc évolutive, et donc les montées de version, il y a une veille technologique. D'où l'importance de l'open source, j'imagine. Oui, évidemment. Justement, question corollaire, effectuez-vous une transformation de format? Parce que les formats, justement, c'est le cœur du problème. Il y a tout un pan sur la pérennisation et la pérennisation et la préservation, où on peut faire de l'analyse de format, de la transformation de format. On embarque des griffons qui permettent de faire des transformations en masse de format, tout en gardant le format initial, l'objet initial, mais après d'améliorer au fur et à mesure des années les formats. Question rapide, juste sur l'étiquetage, tout simplement. Est-ce qu'il y a de quoi générer Non. Des étiquettes telles que... Non, quand on parle archives physiques, c'est gestion des archives physiques avec les métadonnées, pas de la gestion dans les espaces de stockage. On peut imaginer après de le connecter avec un SIA, un système d'information archivistique, pour les étiquettes. Est-ce que ça inclut un service public pour les citoyens, pour les documents qui sont communicables, pour chercher dedans, etc. Alors oui, les implémentations sont vraiment là actuellement faites pour les citoyens. Pas pour les archivistes. Par exemple, Vitam UI, c'est pour les archivistes. Ça, alors pour l'instant, les écrans sont faits plutôt pour des archivistes. À charge pour chaque implémentation, après, par exemple pour les archives nationales, ils sont en train d'ouvrir un portail citoyen de diffusion basé sur Vitam. Ouais. C'est l'étape d'après. On va devoir arrêter. Encore une fois, on peut applaudir. Et on vous remercie.